en charge au niveau de l'alvéole et une prise en charge à la fin de la croissance, on appelle la chirurgie orthodontique. Et donc, on va commencer par une introduction. On va parler de l'intérêt de l'alvéoloplastie secondaire dans la prise en charge des fentes labiopalatines qui se fait seulement par les maxillofaciales. Et après, on va parler de l'intérêt de la chirurgie orthodontique dans la prise en charge des fentes orofaciales et qui se fait uniquement par la chirurgie maxillofaciale. Ouais. Donc, comme vous le savez, les enfants qui naissent avec des fentes orofaciales présentent un pléthore de problèmes. Ce sont des enfants qui ont des difficultés à s'alimenter à cause de leurs fentes au niveau de la lèvre. Ces enfants présentent des fonds d'étanchéité autour du mamellon et de l'aréole mammaire, ce qui fait qu'ils ont du mal à absorber ou attirer le plus de lait possible. Également, il y a un problème de fuite de lait au niveau du nez. Ces enfants présentent également un problème d'audition, mais également de nombreuses infections ORL et des voies aériennes supérieures. Et ils ont normalement aussi des difficultés à parler parce que le voile est ouvert et la voix est partagée entre la bouche et les nez, donc ils auront du mal à articuler à cause de la fente et il y aura une eulalie un peu. Ces enfants présentent également un trouble au niveau dento-maxillaire qui sera un peu notre sujet aujourd'hui. Il y a aussi des problèmes esthétiques qui vont entraîner des répercussions psychologiques et un problème d'intégration au niveau social. La dia suivante. Dia suivante. Alors, pour cette panoplie de problèmes, il faut choisir une stratégie thérapeutique bien appropriée. Donc, la prise en charge doit être multidisciplinaire et doit faire intervenir la chirurgie plastique, l'ORL, la chirurgie maxillofaciale, l'orthodontie, la dentisterie, la logopédie et la psychologie pour une prise en charge globale de ces enfants avec des problèmes multiples. Bien suivant. Pour cette prise en charge multiple, les protocoles thérapeutiques sont bien connus et déjà bien établis. Donc, la prise en charge commence à la naissance et s'arrête à la fin de la croissance à 20 ans plus ou moins. Et ça commence par, à 3 mois, on répare la lèvre, à 10 mois, on répare les palais, et après l'âge de la parole, donc après 2 ans, 3 ans, on fait la vélopharyngoplastie qui est indiquée souvent par les logopèdes qui suivent ces enfants après la réparation au niveau du palais. Et à 5 ans, 6 ans, ces enfants doivent avoir un traitement orthodontique. Et à 8 ans, 8 ans, 9 ans, on doit faire l'alvéoloplastie et ça se fait souvent avant l'éruption des canines définitives. Et à 11 ans, les enfants doivent encore avoir un traitement orthodontique et à 16-18 ans, les enfants doivent avoir un traitement orthodontique, la chirurgie orthodontique. Et à 18 ans toujours, on doit faire des corrections secondaires. À ce qui concerne plus la maxillofaciale, ce sont des troubles de développement dentomaxillaire. Donc, les enfants présentent soit la rupture au niveau de l'alvéole qu'on voit là-bas, là où il y a un vide. Et ils peuvent aussi présenter un problème, donc une disharmonie transversale là, au niveau du maxillaire supérieur ou une disharmonie verticale au niveau du maxillaire supérieur. C'est-à-dire que les deux mâchoires doivent être en harmonie pour avoir un visage plus ou moins esthétique, quoi. Ces enfants présentent également une anomalie au niveau des dents. Les dents ont des formes ou la forme qui n'est pas normale. Des nombres, soit surnombre ou sous-nombre des dents, et peuvent également présenter des malpositions dentaires. La dia suivante. La dia suivante.
Alors, cette présentation donc, nous permet d'expliquer comment intégrer les alvéoloplasties et la chirurgie orthodontique dans cette prise en charge multidisciplinaire des fentes orofaciales. Et chaque fois, on va se poser des questions. C'est quoi l'alvéoloplastie secondaire? C'est quoi la chirurgie orthodontique? Quand est-ce qu'il faut faire l'alvéoloplastie secondaire? Quand est-ce qu'il faut faire la chirurgie orthodontique? On va se demander pourquoi il faut faire l'alvéoloplastie secondaire et aussi pourquoi il faut faire la chirurgie orthodontique. Est-ce qu'il y a des préalables? Donc, il y a des protocoles bien établis avant de faire ces gestes. On va se poser cette question aussi. Et comment, brièvement, on dira comment on fait les alvéoloplasties secondaires et comment on fait la chirurgie orthodontique. Et évidemment, après avoir fait tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Alors, on va commencer par les alvéoloplasties secondaires. C'est quoi l'alvéoloplastie? C'est quoi la plastie alvéolaire? C'est seulement une greffe osseuse qu'on prélève chez les patients. Donc, c'est une greffe osseuse autologue qu'on réalise au niveau du maxillaire. Le maxillaire, c'est là. Donc, là où il y a le vide là-bas, on va mettre de l'os. Et ça, c'est ce qu'on appelle alvéoloplastie. Là, il y a un vide, on met de l'os là, on l'appelle alvéoloplastie. Alors, c'est quoi le terme alvéoloplastie secondaire? Quand on parle de l'alvéoloplastie secondaire qu'on effectue actuellement, donc, il y a aussi ce qu'on appelle alvéoloplastie primaire. Donc, l'alvéoloplastie primaire, c'est ce qu'on fait avant 1 an. Donc, ce geste est posé au même moment quand on fait la réparation de la fente labiale ou de la fente palatine. Alors, avec le temps, on a trouvé que cette pratique était délétère pour la croissance, pour le développement du maxillaire, et cette pratique a été abandonnée. Actuellement, on fait l'alvéoloplastie secondaire, donc qui s'est fait après l'éruption des dents de lait. Donc, quand toutes les dents de lait sont en bouche, actuellement, on fait l'alvéoloplastie secondaire. Alors, l'alvéoloplastie secondaire peut être fait précocement, on appelle ça early. Ça peut être fait aussi moyennement, c'est-à-dire précocement, c'est-à-dire c'est avant l'éruption de la dent numéro D, qu'on appelle incisive latérale. C'est souvent à l'âge de 5 à 6 ans. Et l'alvéoloplastie moyenne, c'est fait avant l'éruption de la dent numéro 3. C'est autour de l'âge, donc c'est la canine, c'est à l'âge de 8 à 9 ans. Et il y a l'alvéoloplastie tardive qui se fait après l'éruption de la canine, c'est-à-dire à 12 ans. Alors, actuellement, l'alvéoloplastie, l'alvéoloplastie moyenne, comme on a dit, c'est la période des choix pour faire cette greffe osseuse. C'est-à-dire ça se fait normalement à 8 ans, avant l'éruption de la canine définitive. Sauf que de plus en plus, certains centres ont tendance à le faire un peu plus tôt, à l'âge de 5 à 6 ans. Et c'est souvent ici en Europe, là, et je pense pour ces gens, c'est plus pour ne pas perdre le malade. Alors, et pourquoi on doit faire l'alvéoloplastie? Quel est l'intérêt de l'alvéoloplastie? Alors, l'alvéoloplastie aura comme intérêt de fournir l'os nécessaire à l'éruption de la canine définitive. Elle va permettre également de stabiliser les prémaxillaires dans les fentes bilatérales. Elle va permettre également de fermer la communication qu'il y a entre la bouche et les nez et entre la bouche et les sinus, ce qui va empêcher les passages des aliments de la bouche vers les nez. Ces aliments qui peuvent irriter la muqueuse nasale et entraîner des infections au niveau du nez ou au niveau du sinus. Cette greffe osseuse va permettre également au dentiste après de placer une prothèse dentaire. Et elle va également améliorer la ventilation narinaire et ça va créer également un support parodontal autour des dents voisines. Et ça va éviter aussi, prévenir les rétentions alimentaires au niveau de la fente alvéolaire, parce que les enfants retiennent des aliments à ces niveaux là-bas, ce qui peut entraîner à la longue des infections au niveau des gencives qu'on appelle gingivite chronique,
des caries dentaires. Et ces enfants, souvent, quand ils parlent, ils ont une haleine fétide, quoi. On appelle halitose. Donc, quand ils parlent, tellement que les aliments se retiennent dans les petits trous là-bas, et quand ils parlent, ils émettent souvent des odeurs pas très, très bonnes, ce qui gêne le malade. Et il y aura également, on a dit, une amélioration esthétique qui aura des répercussions sur les plans psychologiques du malade. Les diapos suivants. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, comme on l'a dit que la greffe alvéolaire va permettre d'apporter un support parodontal suffisant pour les dents adjacentes, ça se voit là, par exemple. Ça, c'est une fente alvéolaire à ce niveau là-bas. Et là, on a les deux dents. Ça, c'est l'incisive centrale ici. Et ça, c'est l'incisive latérale ici. Et là, on a fait la greffe. Et on voit bien que cette dent est maintenant soutenue. Hein. Et là, elle va presque tomber la dent. Et là, la dent va presque tomber. Mais quand on a fait la greffe, on voit très bien que la dent est presque bien soutenue. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante. On a bien dit également que la greffe osseuse va permettre de fermer la communication entre le nez qui est là et la cavité buccale. Et là, on a fait la greffe comme on les voit là-bas. Mais également, ça va éviter la fuite des aliments de la bouche vers la cavité buccale, comme on l'a expliqué déjà bien avant. Et diapositive suivante. Diapositive suivante. La greffe osseuse va également apporter un support au niveau de l'aile du nez, comme on voit là-bas. Donc, ça va améliorer un peu l'aspect esthétique du malade, ce qui aura une répercussion sur les plans esthétiques. Et également, on a dit que ça va permettre de stabiliser le prémaxillaire en cas de fente latérale. Là, c'est les prémaxillaires. La portion centrale des fentes bilatérales, comme qui est là, cette partie est très, très mobile et instable. Mais quand on fait la greffe ici, des parts et d'autres, on voit très bien que la partie a été stabilisée. Également, ça va permettre une réhabilitation prothétique parce que là, on a fait une greffe osseuse et les dentistes ont pu facilement mettre leurs dents et voilà que c'est plus bien, c'est plus beau après. Diapositive suivante. Également, on a dit que la greffe osseuse va permettre également, va favoriser ou permettre l'éruption de la canine définitive qui se voit bien là-bas. La canine est là en train de descendre. Et là, elle est bien en bouche, quoi. Et là, c'est grâce à la greffe osseuse. Alors, quels sont les préalables? Quels sont les préalables? Quel est le protocole qu'on doit suivre pour faire les alvéoloplasties? Premièrement, on doit faire un bilan radiologique. C'est-à-dire, on doit faire la radiographie qu'on appelle panoramique, qui nous permet d'avoir une vue panoramique de mâchoire. Sinon, ceux qui ont plus de moyens, ils peuvent faire ce qu'on appelle une combine CT ou un scanner. C'est un peu, on peut faire un plaidoyer pour nos centres. Et donc, on doit plaidoyer auprès de notre partenaire SmileToN pour qu'il nous équipe au minimum d'un appareil de radiographie panoramique qui nous permettra de faire ce genre d'intervention. Comme préalable également, il faut faire l'orthodontie. Il faut faire l'orthodontie. L'orthodontie, c'est les dentistes. Des dentistes qui se spécialisent en orthodontie. Et ils font les traitements non chirurgicaux de malformations au niveau des mâchoires. Ils mettent des appareils qui permettent d'aligner les dents et d'aligner ou
réparer une disharmonie au niveau des mâchoires. Donc, ces appareils vont permettre de faire une expansion au niveau du maxillaire et l'expansion au niveau du maxillaire va permettre permettre au chirurgien d'avoir une ouverture suffisante au niveau de la fente, ce qui va donner une meilleure visibilité et qui nous permettra d'être à l'aise techniquement, c'est-à-dire on va fermer à l'aise facilement les planchers nasales et on va voir l'espace où on va mettre suffisamment de greffons pour notre patient. Également, l'orthodontie nous aide aussi à lever les dents avant la chirurgie, qui va faciliter d'avoir de l'espace suffisant pour mettre notre greffe osseuse. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Alors, l'alvéoloplastie s'est fait en 2 étapes. Donc, en cours d'une même intervention, on les fait à 2 étapes. La première étape, on fait un prélèvement des greffons osseux. Et la deuxième étape, on fait la plastie proprement dite au niveau du maxillaire. Alors, les prélèvements du greffon osseux, c'est fait le plus souvent au niveau iliaque, au niveau de la crête iliaque. C'est les sites les plus privilégiés pour faire les prélèvements du greffon osseux. Et c'est l'os spongieux qui est le meilleur choix pour ses capacités. Donc, ses capacités, on peut citer sa richesse en cellules ostéogéniques et son potentiel ostéogénique, et également sa capacité de révascularisation élevée. L'os spongieux résiste plus à l'infection et les modelages faciles par impaction progressive. Et aussi, c'est facile qu'une dent migre à travers l'os spongieux qu'à travers l'os cortical. Alors, on a dit que la crête iliaque est le site de choix, mais également on peut prélever l'os spongieux au niveau de la côte, au niveau du tibia, au niveau de la voûte crânienne ou au niveau de la mandibule, au niveau du menton. Diapositive suivante. Alors, comment toujours répondre à la question comment on fait la vulvoplastie. La deuxième étape, c'est après avoir prélevé les greffons, on doit aller poser les greffons au niveau du maxillaire. Et là, on doit inciser au niveau de la fente, réaliser un décollement micro-périosté minutieux et qui nous permet d'aborder la fente. On va reconstituer les planchers nasales d'une manière étanche. On va poser la greffe spongieuse et puis on va recouvrir la muqueuse buccale, vestibulaire et palatine. Et il y a plusieurs façons de les faire. Ça, c'est un peu l'image du prélèvement. On prélève là un regard de la crête iliaque, comme on a dit là-bas. 1 cm en avant de l'épine iliaque en arrière donc de l'épine iliaque antéro-supérieure pour éviter de léser les nerfs cutanés fémorales. Et là, on va ouvrir pour aller. Et ça, c'est la deuxième étape ici. Et là, on va aborder la fente alvéolaire là-bas. On va inciser la muqueuse comme on les voit là-bas. Et là, on tombe sur la fente. On décolle la muqueuse et les périostes ici. Et c'est ce qui nous permet d'aborder la fente alvéolaire. Et là, on va fermer les planchers nasales. On ferme les planchers nasales. Diapositive suivante. Diapositive suivante. On va déposer notre greffe là-bas. Ça, c'est la greffe osseuse qu'on va déposer. Et à la fin, on va fermer la muqueuse au niveau buccal d'une manière étanche. Diapositive suivante. La muqueuse est fermée de plusieurs moyens. Ça, on a fermé par un lambeau d'aiguissement. Et là, on a fermé par un lambeau de rotation. Diapositive suivante. Et après l'opération, il faut continuer avec l'orthodontie qui permet également de faire la finition et ça va nous permettre d'aligner les arcades en fonction du plan de traitement. Donc, soit on peut se dire que l'ouverture là sera fermée et les orthodontistes vont essayer de fermer l'ouverture là-bas où on s'est dit qu'on va y mettre une dent et ils vont essayer de maintenir l'espace pour y mettre une dent.
C'est également un plaidoyer au niveau de notre partenaire Smile Train pour essayer de capaciter nos dentistes dans les hôpitaux en matière d'orthodontie, ce qui va nous faciliter de réaliser ces interventions là-bas. Après avoir parlé des alvéoloplasties, les chirurgiens maxillofaciales peuvent également réaliser ce qu'on appelle la chirurgie orthodontique. La chirurgie orthodontique, c'est quoi? C'est la chirurgie de la correction de disharmonie au niveau des mâchoires. Alors, si l'orthodontiste corrige par des moyens orthopédiques sans opérer, l'orthodontique corrige par des moyens chirurgicaux. Il va faire ce qu'on appelle les ostéotomies et les distractions osseuses. C'est-à-dire, l'orthodontiste, lui, va utiliser les moyens orthopédiques pour corriger les disharmonies, mais les chirurgiens maxillofaciales vont opérer pour corriger. Mais les deux doivent travailler en collaboration. C'est indissociable. Ils doivent travailler ensemble pour soigner ces patients, pour réaliser cette chirurgie. Alors, quand est-ce qu'il faut faire la chirurgie orthodontique? Il faut le faire seulement à la fin de la croissance. À 16 ans chez la fille, chez une fille, et à 18 ans chez un garçon. Pourquoi on doit faire la fin de la croissance? C'est pour éviter. Il y a un risque de récidive si on les fait bien avant, parce que l'enfant est en croissance, la mandibule peut croître et ça va remettre les malades dans l'état initial. Pourquoi il faut faire la chirurgie orthodontique? C'est parce que les fentes orofaciales sont souvent associées à une hypoplasie au niveau du maxillaire supérieur. Comme on les voit sur ces images ici, le maxillaire supérieur est hypoplasique par rapport au maxillaire inférieur. Et l'hypoplasie peut être là antéro-postérieure ou sagittale. Même pour la fille ici, on voit que le maxillaire supérieur paraît plus petit et un peu à recul par rapport au maxillaire inférieur. Diapositive suivante. Il y a des préalables aussi. Il y a également des préalables, donc des protocoles pour réaliser une chirurgie orthodontique est bien établi. Il y a des préalables. Il faut faire une préparation orthodontique. Encore, l'orthodontie revient encore. Il faut faire des bilans radiologiques. Il faut faire des simulations, des céphalométries, et après, on peut faire la chirurgie. La préparation pour la chirurgie orthodontique, je vais dire, ça prend environ 12 à 18 mois avant d'opérer. Donc, l'orthodontiste doit préparer les malades pendant 12 à 18 mois avant d'opérer. Et cette préparation concerne plus à faire quoi? Pour l'orthodontiste, ça concerne plus à décompenser la compensation que la nature a fait. Diapositive suivante pour bien expliquer, s'il vous plaît. Diapositive suivante. Oui. Diapositive suivante. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est normal. Donc, ça, c'est l'hypoplasie mandibulaire. On voit bien que la mandibule est en recul par rapport, donc le maxillaire supérieur est en recul par rapport à la mandibule ici inférieure. Et sauf que quand vous voyez ici, la nature a tendance à proverser les dents ici pour aller rencontrer les dents en bas. Ça, c'est la nature. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est ce qu'on appelle la compensation naturelle des dents. Donc, les dents, même s'il y a un maxillaire qui est en recul par rapport à l'autre, les dents auront tendance à se rencontrer. Les dents supérieures vont faire une proversion, les dents inférieures vont faire une rétroversion pour après se rencontrer. Et là, quand on corrige, ce ne sera pas une bonne correction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'orthodontiste fasse ce qu'on appelle une décompensation. On peut remettre la diapo, s'il vous plaît. On peut remettre la diapo, s'il vous plaît. Il faut que l'orthodontiste fasse ce qu'on appelle décompensation. Il va le faire avec ses appareils orthodontiques. Les appareils vont essayer de remettre les décalages qu'il y avait initialement.
Et à partir de ça, le chirurgien peut venir maintenant faire sa correction orthognatique. La diapositive suivante. La diapositive suivante, s'il vous plaît. La diapositive suivante. Sorry, I'm sorry to 1 minute, Doctor. I'd want Dr. Frank to try and run up very quickly if he can. I don't hear you. Time is running, so if you can summarize. Okay, cool, thank you. Comme également préalable, on doit faire des moulages dentaires. C'est-à-dire, on doit reproduire la malformation sur ces appareils ici, sur cet articulateur ici. On doit reproduire la correction et après, on va reproduire ce qu'on appelle un split ici, qu'on va utiliser un paire opératoire pour corriger. Il faut également faire la céphalométrie, donc des céphalométries pour calculer sur des radios les déplacements et voir combien de millimètres on va utiliser pour essayer de corriger la malformation. Diapositive suivante. Diapositive, oui. Là, c'est la céphalométrie, c'est-à-dire on fait des clichés avec des radios panoramiques et là, on les reproduit sur un papier qui va voir exactement combien de millimètres on doit utiliser pour essayer un peu, on doit avoir pour essayer de corriger pour essayer d'avancer la mandibule, le maxillaire supérieur, il faut combien de millimètres. Alors, comment on fait l'avancement? Pour faire l'avancement, on fait la chirurgie. Donc, on fait ce qu'on appelle ostéotomie. On crée la fracture au niveau du maxillaire. C'est souvent au niveau de la fracture de l'effort. Donc, on parle de l'ostéotomie de l'effort. Hein? On crée la fracture, on mobilise le maxillaire supérieur, donc, et on va les fixer après par de plaques. Donc, on fracture les patients pour corriger la malformation. On avance le maxillaire et puis on va fixer la fracture qu'on a créée par de petites plaques. La diapositive suivante, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on casse, on a fracturé les maxillaires supérieurs, on va les déplacer pour les fixer après. Et diapositive suivante. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Et voilà. Ça, c'est l'anomalie. Et ça, c'est après la correction. On a cassé, on a mobilisé et on a fixé avec la plaque. Même chose les images ici. On a cassé, on a mobilisé pour fixer avec la plaque après correction. On voit que les maxillaires sont dans une bonne relation, dans une bonne position, l'un avec l'autre. Diapositive suivante. Même chose ici, ça c'est après correction orthognatique, hypomaxillie qui a été corrigée après chirurgie. Même chose ici, ça c'est hypomaxillie ici qui a été avancée et corrigée après. On voit les résultats. Diapositive. Donc, après la chirurgie, il faut continuer l'orthodontie pendant environ 6 mois pour corriger les dernières imperfections. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, les modérateurs. Thank you very much. Hello, we're going to move to the Q&A section. Miss Nana,
Please, are you there? Hello? Are you with us? Hello. Okay. I think we can continue. Dr. Nina, there are questions that are in French. Maybe you could read them out in French and translate. Okay. Dr. Frank, pouvez-vous m'entendre? Oui. Oui. Je vous entends bien, oui. D'accord. Je vous pose la question en français, je vais traduire en anglais. Oui. Vous pouvez répondre Oui. en français, je fais la traduction directement. On a une question Parfait. de Dr. Poto Kambale qui Oui. dit il est anesthésiste réanimateur à Île Africa en RDC. Que préconise concrètement SmileTrain pour faciliter ses équipes à faire une prise en charge générale pour ces malades? So this question is from Dr. Poto. He's an anesthetist in Hill Africa, DRC Congo. And he says, what are the plans, the concrete plans that SmileTrain has for the teams and the facilities that they work for in the treatment of patients concerning orthodontic and alveoloplasty surgery? I think this goes to SmileTrain directly, but we will let Dr. Frank say what he has experienced with SmileTrain on that part, and we will let a representative of SmileTrain to accompany. Donc, je pense que vous pouvez répondre à la question selon votre expérience avec SmileTrain. Oui, exactement, oui. Oui, je vais répondre ça comme un plaidoyer parce que la politique de SmileTrain, c'est une prise en charge globale des fentes orofaciales. Et pour une prise en charge globale, il faut des équipes multidisciplinaires et il faut également des équipements. Et pour ce qui concerne plus particulièrement les alvéoloplasties et la chirurgie orthodontique, on a bien dit on a besoin d'autres ressources humaines. Donc, des dentistes qu'on appelle orthodontistes. Et donc, c'est un plaidoyer. On demande à SmileTrain de capaciter nos dentistes dans nos structures à faire de l'orthodontie. Donc, le succès des alvéoloplasties et de la chirurgie orthodontique passe par une collaboration avec les dentistes qu'on appelle orthodontistes. Et également, on a besoin du matériel. Donc, il y a des préalables pour faire les alvéoloplasties, il y a des préalables pour faire la chirurgie orthodontique. Et là, il faut faire des radiographies panoramiques. Pour faire la radio panoramique, ce sont des appareils un peu plus particuliers. Ce n'est pas des radios ordinaires ou normales qu'on a pour les membres, mais ce sont des appareils ordinaires, donc des appareils plus particuliers. Donc, c'est un plaidoyer également auprès de notre partenaire pour nous équiper d'un appareil des radiographies panoramiques. C'est surtout ça qui nous manque pour commencer les interventions. Donc, l'orthodontie et la radiographie panoramique. Et dans l'avenir aussi, on doit avoir vraiment des vrais laboratoires de dentisterie qui doivent nous accompagner dans la prise en charge globale des fentes. C'est un peu ça. Okay, merci. So concerning this question, Dr. Frank's answer is that it's not just a question, but it's actually an advocacy that we are working with SmileTrain, that we hope in the future SmileTrain will support more in the orthodontics surgery, because for the orthodontic surgery, we need the manpower, which are the dentist orthodontists. So we don't have a lot of these competencies throughout the continent and even less in the DRC Congo. So if we can have more of the colleagues in this area to support the cleft surgery that we are doing, it will be really fantastic. The second thing is also the materials. It's not just the manpower, but there's very specific materials that are made that are specific for the orthodontic surgery, and those ones too are very important, such as the panoramic radiography. Excuse me. Panoramic radiography
And also, it would be good in the future for a long-term, a sustainable plan to have a dentistry lab that can actually produce this material on site instead of bringing them into the country, which may be expensive. So these are three aspects that we hope to develop more with Smile Train in the future. Now, when it comes to Smile Train, I would like to say that the orthodontist is definitely one part of our treatment that we have that is being developed slowly. Definitely in Nigeria, we have orthodontist partners that are working with many of our partners. And also in the Francophone region, Senegal will begin its training very soon for the orthodontist surgeons and dentists who would fill in the gap for orthodontists and learn the techniques for cleft surgery. So definitely is in our long-term sustainable plan to have a complete cleft management that goes all the way to orthodontics. So it's something that is being prepared and ongoing and coming up slowly. Thank you. So we have other questions that are still in French, which I will first read to Dr. Frank and translate. Y a-t-il une autre question, Dr. Frank? Y a-t-il moyen de soutenir des campagnes composées de plusieurs disciplines, car sur le terrain, nous avons beaucoup de cas, mais dont nous sommes limités à aider? Que doit-on faire pour ces enfants? The next question from the same person, Dr. Poto, is that can we have awareness campaign or outreaches that will bring all the disciplinaries together to be able to fix the orthodontic part, at least the maxillofacial part, at the same time with an outreach? Is it possible? And what are some of the limitations? Are there limitations to that, and how can we overcome it, and how can we help the children? I will let Dr. Frank answer in French, and then I will translate. Thank you. Oui, merci beaucoup pour la question. On a bien dit que la chirurgie ou la prise en charge des fentes multidisciplinaires, c'est un traitement long qui commence à la naissance pour s'arrêter à environ 20 ans. Alors, dans nos milieux où il n'y a pas de compétences partout pour opérer les fentes, on organise régulièrement des chirurgies de campagne pour aller soigner les malades là où ils se trouvent. Et cette politique, cette façon de faire est faisable pour certaines possibilités de soins pour ce qui est des fentes. Donc, pour ce qui est des fentes labiales, pour ce qui est des fentes palatines, on peut continuer toujours, c'est beaucoup mieux, c'est bien de toujours faire de continuer à faire des campagnes de chirurgie pour aller opérer les patients là où ils se trouvent. Mais pour ce qui est des alvéoloplasties et des chirurgies orthognatiques, on a bien expliqué que ces chirurgies demandent une collaboration interdisciplinaire entre l'orthodontiste et les maxillofaciales. Et je n'arrive pas à croire qu'on aura d'orthodontistes basés dans tous les hôpitaux en RDC, et ce ne sera pas vraiment aisé d'aller faire une chirurgie orthodontique et une chirurgie alvéoloplastie dans les chirurgies de campagne. Donc moi je ne suis pas d'avis avec ça. Donc on peut garder comme protocole, on opère les fentes, la lèvre et les palais, même en chirurgie de campagne, mais pour ce qui est de la chirurgie orthodontique et la chirurgie des lèvres, on le fera prochainement dans des centres bien choisis et plus ou moins bien équipés pour faire la prise en charge et les suivis. Parce qu'il y a, on a dit, il y a un problème des personnels, un problème des matériels qu'on ne saura pas avoir dans tous les centres où on va aller opérer. Et donc, ce qui suppose aussi qu'entre praticiens en RDC, on doit avoir une collaboration. On doit collaborer et savoir collaborer, c'est pour le bien des malades, quoi. Savoir, à cette étape ici, ça doit être fait par un maxillo. À l'étape ici, il faut appeler un logopède. Si Goma a un logopède avant, tant mieux. Il faut appeler un logopède à Goma. À l'étape ici, il faut appeler un orthodontiste. Je ne sais pas si c'est à Kinshasa. Et voilà un peu. Donc, ça nous amène plus un travail à l'équipe. Même si on est dans des villes différentes,
on doit continuer à travailler en équipe. C'est plus ça. Mais avoir chaque praticien pour chaque problème, chaque région, ça ne sera pas possible d'emblée. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette réponse. The answer is such that it's easy to do an outreach for cleft lip and palate, but it's definitely very hard to just do an outreach for orthodontics, the orthodontic part, the orthodontic surgery, and the alveoloplasty. The reason is that, first of all, is a multidisciplinary treatment, which demands very specific competencies, such as the orthodontist, such as the maxillofacial, such as the ENT, and all that. And so to be able to find those competencies already to do an outreach is difficult. To find the competencies first is difficult. To do an outreach with this is difficult. And not forgetting that orthodontics and orthodontic surgery and alveoloplastic surgery are surgeries that are supposed to be that we're supposed to do for a long term. Like it requires a follow-up of the patient on a long-term basis. And so the solution, the best solution for this aspect of treatment that is linked to the cleft management in itself is to have specific centers with the specific resources, human resources, and of course the materials, where we know we can refer the patients there, we know the competencies are there. There's a multidisciplinary team of dentists, of orthodontists, and of maxillofacial and locopedic surgeons, doctors, and all that. It has specific centers throughout the country. And one thing that they believe they can do on their side is to make sure that they know all the competencies throughout DRC Congo. Maybe you can contact an orthodontist in Goma, or you can contact an orthodontist maybe in Kinshasa and in Bukavu, in different areas, different competencies, so that if you find a child who needs that kind of treatment, we know we can refer them to that doctor in that center and follow up. So we need really a good teamwork among the multidisciplinary team of that specific treatment, or that specific aspect of cleft treatment. It also requires that the team and the competencies are known and work together in time and in momentum. But an outreach for this aspect of surgery is not recommended. Thank you. So the next questions are in English and we'll translate in French. We have a question from Mekone Abibi. What is the rate of graft failure from Dr. Mekone? Quelles sont les fréquences des échecs excusez-moi, je cherche le terme en français. Des échecs de... Vous allez m'aider, Dr. Von Graft, Bone Graft. Les greffes osseuses, merci. Oui, les greffes, merci. Quels sont les échecs que vous avez eu, les fréquences d'échecs dans votre expérience, surtout au niveau des fentes? Et que peut-on en tirer comme leçon? Oui, merci pour la question également. Moi, j'ai répondu plutôt quelle serait plus la cause des échecs de la greffe osseuse. La greffe osseuse, quand c'est bien fait, au moment bien choisi, et quand la greffe est prélevée à un bon endroit, et quand la bouche est vraiment propre, bien propre, quand on doit opérer l'enfant, ça marche souvent. Les taux d'échec, théoriquement, est environ de 1 à 2%. Ça, c'est théoriquement, mais on doit éviter cet échec là-bas. Éviter l'échec, c'est préparer la greffe osseuse. Préparer la greffe osseuse, c'est voir les dentistes, qu'on appelle orthodontistes, 3 mois avant. Ils doivent voir l'enfant. Ils préparent la bouche. Ils enlèvent les dents infectées. Ils traitent l'infection au niveau de la bouche qu'il y en a. Même reporter si la bouche n'est pas prête. C'est la première chose. Deuxièmement, c'est les choix des sites donneurs. Donc, les choix, c'est pourquoi on a dit c'est mieux de choisir la greffe de l'os spongeux. L'os spongé s'infecte moins. L'os spongé a plus des capacités ostéogéniques, donc il a des capacités à former de l'os. Il se vascularise facilement. Donc, quand on fait un bon choix des sites donneurs de la greffe, ça échoue moins. C'est pourquoi nous vraiment on préfère. Donc, avec la greffe au niveau de la crête iliaque,
on n'a presque pas d'échec. Troisièmement, c'est l'âge. Et il y a des gens téméraires. Quand on les fait avant, ça marche bien qu'à la fin, il y a croissance. Et quand on les fait après, c'est connu que quand on les fait après, donc ce qu'on appelle la greffe osseuse tardive, après 13 ans, la greffe tient moins. Donc la greffe tient bien plus on les fait avant. Donc ça tient plus bien quand on les fait à 6 ans, moins quand on les fait à 8 ans et moins vraiment bien quand on les fait à 12 ans. Donc il faut choisir, bien choisir les bons moments pour faire la greffe. Quand on les fait avant, ça tient bien. Au minimum à 8 ans, on peut dire. À 6 ans, c'est beaucoup mieux. Quand on a bien choisi les sites donneurs de la greffe, ça marche très bien. Et nous, on choisit la greffe aussi au niveau de la crête iliaque. Parce qu'au niveau du menton, c'est de la greffe corticale qui tient pas très bien et qui s'infecte souvent. Et ou au niveau de la voûte crânienne, au niveau de la côte, c'est un peu ça. Et il faut également préparer la bouche par les orthodontistes. Toujours ce qui revient encore à la prise en charge multidisciplinaire. Je vais opérer un patient, mais le patient est vu d'abord par dentiste et orthodontiste pour préparer le terrain, pour voir si la bouche est prête pour recevoir l'intervention. Donc, je répète encore multidisciplinarité, donc collaboration entre les praticiens, les bons choix des sites d'honneur, et troisièmement également, les bons choix des moments pour faire l'intervention. Voilà un peu. OK. Merci beaucoup, Dr. Frank. Je traduis suivant. So, when it comes to graft failure, in Dr. Frank's experience, it has been really less. But theoretically speaking, the graft failure is around 1 to 2%. And this 1 to 2% may be less, but you must do everything to avoid to get into that. And what can one do to avoid having a graft failure? The first thing is to have the dentist and then the orthodontist prepare the terrain. That is what, to clean them out, to look at all the things that needs to be done 3 months prior to the bone graft. And so when that one is done, the next thing that you need to realize is the site of the graft. So the preferable site is the spongy bone, which is the iliac crest that we choose, that is really the best site to take. When you choose the chin, it's a cortical bone that is advanced, and it will really cause a lot of failure and infection, while the spongy bone is well vascularized and has more resistance to infection. The other next thing to do is, of course, the collaboration between the team is very important. That's where I keep saying that multidisciplinary team is actually the success of this part of surgery. Having the dentist do his part, having the orthodontist do his part, and then having the maxillofacial do his part is all that contribute to the success of a graft. Aside from the timing, also the age is very important. If you do it early, you are definitely assured that you have a successful graft. But if you do it that early, around 6 years. So if you do it after the age of 12 and 13, you are really prone to having a graft failure. And those are some of the principles that we use to have a successful graft. And of course, underline again and again the multidisciplinary team that helps to get that successful graft done. Thank you for that question. We'll try and move fast. The next question is from Dr. Saïd. Nous avons une question de Dr. Saïd Mustafa en anglais. What is your experience with bleeding as a complication in le fort 1 fracture? And what precaution do you take to avoid such complication? Donc, la question suivante, c'est quelle est votre expérience dans la complication créée par la fracture de l'effort type 1 au cours de votre chirurgie, et quelles sont les précautions que vous prenez pour éviter ce genre de complications? Je reprends encore la question. Et quelle est votre expérience avec la complication d'hémorragie liée à la fracture de l'effort type 1, et quelles sont les précautions que vous prenez pour éviter ce type de complications? Merci pour la question. Et donc, comme on a dit,
la chirurgie orthodontique qui se fait souvent par l'ostéotomie de l'effort type 1, c'est-à-dire on coupe l'os, on fracture l'os. Oui, ça peut saigner, mais toute chirurgie peut saigner et on doit contrôler ces saignements-là. Donc, même la chirurgie abdominale saigne, on coupe, même si ça saigne, mais d'une façon générale, les chirurgiens doivent prendre des précautions après-opératoires pour voir les malades qui peuvent plus saigner pendant l'opération et prévenir ou prendre des précautions bien avant. Et comme on le sait tous, on doit voir un peu ce que les malades prennent comme médicaments. Il y a des médicaments comme l'aspirine et comme l'aspirine, par exemple, ou d'autres anticoagulants qui peuvent faire saigner pendant l'intervention. Et si les malades sont sous aspirine ou sous anticoagulants comme les AVK, il faut prendre des précautions bien avant qui peuvent amener que ça saigne beaucoup pendant l'intervention. Et il y a certains aussi terrains particuliers qui peuvent faire que les malades saignent, comme l'hémophilie. Ça, il faut prendre aussi des précautions bien avant. C'est-à-dire, c'est quand on prend des précautions bien avant, on fait bien un examen clinique, comme on a dit, on fait bien l'examen paraclinique pour rechercher les saignements, les bilans, des coagulations et tout, pour voir si le patient n'est pas saigné. Là, on peut maintenant se lancer à la chirurgie. Donc, c'est un peu général par rapport à toutes les chirurgies. Et pour les restes, les techniques d'hémostase, les techniques de repérage des vaisseaux sont apprises à tous les chirurgiens et à toutes les régions possibles parce qu'on fera uniquement au début seulement pour les chirurgies au niveau oral, ça saigne un peu beaucoup et on infiltre. On infiltre la gencive, on infiltre l'anesthésie locale avec adrénaline pour diminuer les saignements au début et ça se passe très bien. Dès qu'on infiltre, on décolle on commence à opérer et ça diminue un peu les saignements. Alors, c'est-à-dire, il faut prendre des précautions avant d'opérer clinique et par des examens pour voir si le malade ne va pas saigner pendant l'intervention. Deuxièmement, il y a des gestes qu'on réalise pendant l'intervention pour diminuer les saignements. Entre autres, on infiltre la lidocaïne adrénalinée avant d'inciser en bouche parce que la bouche également saigne beaucoup. Et après, on commence à faire notre intervention. Et donc, j'ai dit que les chirurgiens apprennent les techniques d'hémostase pendant l'intervention. On coupe l'os et puis on les sépare de la profile thyroïde, mais ça se passe souvent très bien. Voilà, merci. Okay. Merci beaucoup. So the answer from Dr. Frank is that the precaution that needs to be taken when it comes to bleeding as a complication is the same for any surgery. First of all, pre-operatively, you need to do all your exams, all your pre-operative exams, which is also checking on the blood, the coagulation factors. And so one of the important things is that, and also check if the patient itself hasn't taken any sort of medication such as aspirin and any anticoagulate is under any anticoagulative medication, and also check if the patient doesn't have a blood-related disease such as hemophilia. So it's the normal routine preoperative checkups that you need to do. Of course, doing a surgery in the oral cavity is known to bleed a lot, and so that in mind alone, you should be able to do the preoperative examination correctly and thoroughly. The second thing that we would do that will be probably more specific to orthodontic surgery and this kind of surgery in terms of bleeding is to be able to do a local infiltration of the lidocaine and adrenaline for the anesthesia in that area where you are going to work on, and that helps to reduce the bleeding prior to incision, prior to doing the work already. And so these are very important steps that are general to any surgery. Any surgery can bleed, but in this specific case, maybe what will make the difference is that we do that infiltration in the local anesthesia in the mouth, in the area that needs to be incised or worked on. So this is the answer for that question. We are just a little bit late, but we do have one last question, which is from Professor Grace Gadagui. What are the causes to orthodontic problems? La dernière question que nous allons poser, c'est quelles sont les causes d'un problème lié à l'orthodontie? Quelles sont les causes
d'un problème lié à l'orthodontie? J'espère que vous avez compris cette question. On n'a pas bien compris, hein. Je vais essayer de mieux traduire. Oui, c'est seulement ça. What are the causes to orthodontic problems? Quelles sont les causes de problèmes orthodontiques? Si je reformule, mais c'est la même chose. Si je comprends bien, peut-être que la question veut adresser quels sont les problèmes liés à l'orthodontie, au traitement d'orthodontie, si je peux me permettre de traduire de cette manière. Oui, je peux parler que, donc, comme on a dit au début, que, par exemple, pour faire la chirurgie orthodontique, il faut faire l'orthodontie avant. Et il peut y avoir des problèmes liés à l'orthodontie. Donc, comme on a dit qu'il y a une déformation au départ, et la nature tend à corriger la déformation de sa façon. Et cette correction naturelle n'est pas bonne. Et après, on doit faire une correction artificielle par la chirurgie. Avant d'y arriver, il faut d'abord décompenser cette correction naturelle par les orthodontistes. Et deux fois, l'orthodontie peut aussi ne pas bien faire ou ne pas bien atteindre jusque-là l'objectif de bien décompenser la correction naturelle, la malformation. Et c'est pourquoi on confronte souvent les résultats de l'orthodontie et l'examen là qu'on a appelé céphalométrie pour voir si c'est vraiment la même chose que nous avons. Donc, après correction, et là sur les papiers avec l'examen pour voir réellement si l'orthodontie a bien fait son travail. Si ce n'est pas encore bien fait, on doit demander à l'orthodontie de continuer à bien corriger les défauts ou ce qu'il doit corriger. C'est pourquoi on dit que les traitements vont de 12 mois à 18 mois, pas même à 24 mois, le temps que l'état orthodontique réussit réellement. D'accord. Ok, merci. C'est la dernière question, je vais traduire. So, the question, the way that Dr. Frank answered the question is that you need to understand the principle of orthodontic and orthodontic. Before we get to orthodontic, you need to have done the orthodontic aspect. So, what we said in the presentation is that there is what we call the compensation nature of the teeth to fill in the gaps in any way, in any direction that it wants to. And the job of the orthodontist is to realign the teeth before the orthodontic surgery can start. And in between the orthodontic and orthodontic surgery, to be able to make sure that the orthodontist does not have any problem or will not cause any problem to orthodontic, you have to do the cephalometric radiography, which will help you see if the work of the orthodontist is well done to be able to carry a successful orthodontic surgery. So that's why the timing is also important. Anything done before 24 months or around 12 to 18 months to 24 months is very important because it gives you that time to do a correct orthodontic correction and then get to a successful orthodontic surgery. So this is how Dr. Frank approached that question, and I'll let Ms. Nana take over the moderation as we are coming to the end of this discussion and question. Thank you. Thank you. I'm sorry that I've had some connectivity problems. I see the last thing, Ale Garango, you have your hand up. Would you like to say something quickly before I say the closing remarks? Ale Garango, your hand is up. Okay. So I think I'd like to say a big thank you to Dr. Frank for this presentation. Now I know a lot more about primary and secondary alveoloplasty and fixing of the teeth. And this is something that I personally have, I know very little about, and really appreciate the information and the education that Dr. Frank has given to us today. So I think on that note, if we don't have any further comments, I would like to close the meeting because I think we are just a few minutes over time.
It's been very, very informative and very educative. So Dr. Frank, bless you and thank you so much for today. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you.